Ma mère m'a remplacé par les enfants de mon beau-père lors des réunions familiales, alors je me suis éloigné. J'ai 27 ans et je m'appelle Andrew. Cette histoire retrace ma relation avec ma mère, qui est passée d'excellente à presque inexistante. J'étais un fils parfait en grandissant. Quand j'avais 8 ans, mes parents se sont séparés. Bien que je vivais principalement avec mon père, les week-ends avec ma mère étaient les meilleurs. Nous faisions des randonnées, bricolions dans sa maison, et elle me disait toujours à quel point elle était fière de moi. C'est pour cette raison que ce qui s'est passé par la suite me fait tellement souffrir. Les choses ont commencé à changer lorsque j'ai eu 13 ans. Ma mère a commencé à fréquenter Ethan, un homme avec 2 enfants, Michel, 10 ans, et Sam, 12 ans. Au début, j'étais plutôt enthousiaste, pensant que ce serait amusant d'avoir plus de monde autour de moi. Je me suis trompé. Tout a changé lorsqu'ils ont emménagé chez nous. Ethan a quitté son travail pour, soi-disant, se concentrer sur les enfants. Cela signifiait que ma mère, qui travaillait déjà énormément, devait faire encore plus d'heures supplémentaires pour payer les factures. Elle n'était presque jamais là. Et lorsqu'elle était présente, le bonheur d'Ethan et de ses enfants dominait tout. Bien que j'ai essayé de m'adapter, il était évident que je n'appartenais pas à leur petite famille. Les conversations à table tournaient principalement autour des matchs de football de Sam ou des spectacles de danse de Michel. Mes réussites, comme gagner un concours de rédaction ou obtenir d'excellentes notes, passaient inaperçues. Les vacances étaient organisées en fonction de leur emploi du temps, et je commençais à me sentir comme une pensée secondaire. Je me souviens d'un été où je voulais rendre visite à mes grands-parents, mais Ethan a proposé d'aller dans un parc d'attractions parce que Michel n'y était jamais allé. Devinez quels plans ont été annulés. Au lycée, la situation est passée de mauvaise à pire. Ma mère avait économisé de l'argent pour mes études universitaires depuis que j'étais petit. Ce n'était pas suffisant pour tout payer, mais cela aurait été utile. Puis, pendant ma première année au lycée, mon père m'a informé que les frais de scolarité de Sam pour son école privée avaient été payés avec cet argent. Ethan avait persuadé ma mère qu'il avait besoin d'un meilleur environnement car Sam avait des difficultés à s'adapter à l'école publique. Je n'ai même pas appris cela directement de ma mère, c'est mon père qui m'en a parlé. Quand j'ai fini par confronter ma mère, elle a déclaré que Sam en avait plus besoin et que nous trouverions une solution pour mes études. Ce ne fut pas le cas. Ma mère a à peine aidé, prétendant toujours qu'elle était fauchée. Mon père a dû contracter des prêts pour me soutenir. Ma mère a également manqué ma remise de diplôme de fin de lycée. Ce même jour, Michel participait à une compétition de danse. Ethan l'avait convaincu que l'événement de Michel était plus important. Je me souviens d'avoir cherché ma mère dans le public, mais elle n'était pas là. Quand elle m'appelait, ce qui était rare, c'était comme si cela n'avait aucune importance. À l'université, j'ai pratiquement cessé de rendre visite à ma mère. Chaque fois que j'y allais, je me sentais comme un intrus. Ethan faisait des remarques dénigrantes sur le fait que j'étais trop occupé pour les dîners en famille. Naturellement, ces dîners tournaient toujours autour de Sam et Michel. Toutes mes tentatives pour parler de ma vie étaient rejetées. Une fois, j'ai mentionné que j'avais des difficultés dans une matière exigeante, et Ethan a immédiatement commencé à parler des ambitions de Sam de devenir médecin. C'était comme si je n'existais pas. J'ai essayé de corriger les choses. J'ai proposé des déjeuners uniquement avec ma mère, mais d'une manière ou d'une autre, Ethan et les enfants finissaient toujours par venir. Quand je mentionnais que je me sentais exclu, ma mère disait que j'étais trop sensible ou que je mal interprétais les choses. C'était comme parler à un mur. Peu à peu, l'amertume s'est accumulée. Je me suis souvenu de toutes les promesses qu'elle avait brisées, malgré ses assurances que j'étais sa priorité. Le coup final est venu lorsque j'ai découvert, via les réseaux sociaux, la fête de ses 50 ans. C'était une célébration grandiose, avec des décorations, de la nourriture sophistiquée et même un groupe en direct. Ethan, Michel et Sam étaient là, mais je n'étais pas invité. Lorsque j'ai appelé pour demander pourquoi, ma mère a d'abord dit que cela devait être une erreur, puis a blâmé Ethan en disant qu'il avait géré la liste des invités. Mais les photos montraient que tout avait été soigneusement planifié. Je proposais souvent de déjeuner seul avec ma mère, mais d'une manière ou d'une autre, Ethan et ses enfants finissaient toujours par se joindre à nous. Lorsque je lui faisais part de mon sentiment d'exclusion, elle me disait que j'étais trop sensible ou que je mal interprétais les choses. C'était comme parler à un mur. Peu à peu, l'amertume s'est installée. Elle m'a frappé de plein fouet lorsque j'ai réalisé combien de promesses ma mère avait brisées. Bien qu'elle prétendait le contraire, ses actions montraient que je n'étais pas sa priorité.
Elle m'assurait pourtant autrefois que j'étais sa principale préoccupation. Ethan, quant à lui, s'est assuré que je comprenne bien ma place dans leur famille, celle d'un observateur extérieur. Un Noël, j'ai reçu une simple carte cadeau générique, tandis que Michel et Sam recevaient des cadeaux personnalisés et réfléchis. Bien que j'ai essayé de ne pas y prêter attention, cela m'a blessé. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Chaque contact avec ma mère me rappelait que les enfants d'Ethan comptaient plus que moi. Elle semblait ignorer mes progrès ou, si elle les voyait, elle ne semblait pas s'en soucier suffisamment pour agir. Notre relation ne tenait plus qu'à un fil lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire. En y repensant, perdre ma relation avec ma mère n'a pas été la chose la plus difficile. Elle commençait à trouver normale la façon dont les choses s'étaient déroulées, bien que son comportement suggérait le contraire. Elle pensait réellement être juste. Ethan, lui aussi, faisait en sorte que je comprenne bien ma place dans leur famille, toujours à l'extérieur. Après l'université, mes contacts avec ma mère se résumaient à des textos sporadiques ou des cartes de vœux pour les fêtes. Pourtant, je m'accrochais à ce petit espoir que les choses s'amélioreraient. Cet espoir a été sérieusement ébranlé lorsque j'ai découvert, via des photos sur les réseaux sociaux, la célébration de son 50e anniversaire. Ce n'était pas un simple dîner tranquille, mais une grande fête somptueuse avec des décorations, de la cuisine raffinée et même ce qui semblait être un groupe de musique en direct. De nombreux membres de la famille élargie étaient présents, ainsi qu'Ethan, Michel et Samedi. Devinez qui n'était pas là? Moi. Pour comprendre pourquoi je n'avais pas été invité, j'ai appelé ma mère. Elle a d'abord rejeté la faute sur une erreur, puis a blâmé Ethan, disant qu'il s'était occupé de la liste des invités et avait probablement oublié de m'y inclure. Oublié, vraiment? Les photos racontaient une toute autre histoire. Chaque détail de cette fête criait une organisation soigneusement planifiée. Pourtant, son propre enfant avait été exclu. Elle m'a promis de se rattraper, mais, sans surprise, je n'ai plus entendu parler d'elle après cela. Peu de temps après, Michel s'est fiancé. Et devinez comment j'ai appris son dîner de fiançailles? Encore une fois, via les réseaux sociaux. Cette fois, je n'ai même pas appelé ma mère. Cela semblait intentionnel à ce stade, car je connaissais déjà le scénario. Elle prétendrait qu'Ethan avait organisé l'événement et qu'il m'avait oublié, en disant que ce n'était qu'une petite réunion. Mais je n'avais plus la force de l'affronter. J'ai compris que j'avais été exclu du groupe familial sur les réseaux sociaux lorsque, lors d'une conversation avec un cousin, il a mentionné un barbecue familial dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai vérifié sur mon téléphone, et le groupe avait disparu. Quand j'ai interrogé mon cousin à ce sujet, il a paru gêné et a marmonné qu'Ethan avait probablement nettoyé le groupe pour mieux le gérer. À partir de ce moment-là, j'ai appris les événements familiaux soit par des publications sur les réseaux sociaux, soit par ouï-dire. Voir à quel point j'étais exclu et malheureux dans cette situation a été un dernier coup dur. Mon père m'a encouragé à affronter la situation de front, plutôt que de laisser l'amertume s'accumuler. Bien que je n'étais pas convaincu que cela aiderait, j'ai décidé de tenter une dernière fois. Un samedi, sans prévenir, je me suis rendu chez ma mère. Ethan a ouvert la porte, visiblement surpris, et m'a dit que ce n'était pas le bon moment, car ils étaient occupés avec quelque chose. J'entendais des rires et des voix venant de l'arrière-cour. C'était encore un autre événement auquel je n'avais pas été invité. Il ne m'a rien proposé et je suis reparti. Quelques jours plus tard, un cousin m'a informé que ma mère avait offert à Sam une voiture flambant neuve pour son anniversaire. Cette même femme qui prétendait avoir des difficultés financières lorsqu'il s'agissait de m'aider à payer mes frais universitaires. La voiture était un SUV brillant, le genre de cadeau qu'un parent offre pour marquer un événement important. Pendant mes études, j'ai dû cumuler des emplois à temps partiel et emprunter de l'argent pour m'en sortir. C'est à cette époque que j'ai commencé une thérapie, car je ressentais un poids émotionnel insupportable. Mon thérapeute m'a aidé à démêler l'incertitude et la douleur que j'éprouvais. Les actions de ma mère n'étaient clairement pas accidentelles, elles formaient un schéma. Chaque choix qu'elle faisait semblait privilégier Ethan et ses enfants, tandis que je n'étais qu'une pensée secondaire au mieux. Lorsque j'ai enfin eu le courage de la confronter à tout cela, elle m'a accusé d'exagérer et d'être jaloux de Michel et Samedi. C'était comme parler à un mur. Elle n'a prêté aucune attention aux exemples précis que j'ai donnés, comme son absence à ma remise de diplôme ou l'argent pour mes études. Elle a simplement balayé mes préoccupations en disant que j'étais trop sensible. Quelques amis proches à qui je me suis confié étaient tous de mon côté. Ils ont convenu que le comportement de ma mère était inapproprié et m'ont encouragé à établir des limites.
J'ai commencé à réfléchir à ce que cela pourrait signifier pour la première fois. Le Thanksgiving a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ma mère l'a passé avec la famille élargie d'Ethan, et une fois de plus, je n'étais pas invité. Lorsque je lui en ai parlé, elle s'est excusée vaguement par texto, disant qu'elle n'avait pas compris que je me sentirais exclu. C'était un schéma avec elle, dire le strict minimum pour calmer les choses, mais ne jamais essayer d'améliorer la situation. Quelques jours plus tard, Ethan m'a appelé. Il pensait que je traitais ma mère de manière injuste et m'a ouvertement accusé de stresser leur famille. Cet appel était presque ridicule. Il voulait clairement que j'arrête de faire des vagues et n'avait aucun intérêt à résoudre quoi que ce soit. C'est à ce moment que j'ai réalisé que tous mes efforts pour réparer la relation étaient unilatéraux. Reconstruire ce que nous avions perdu n'intéressait pas ma mère. La dynamique actuelle la rendait confortable, et j'étais le seul à me battre pour la changer. C'était épuisant. Je n'y arrivais plus. J'ai choisi de tout lâcher. Je me suis rappelé que je ne reprendrais contact avec elle que lorsqu'elle prouverait qu'elle était prête à faire un effort à mi-chemin. J'ai commencé par me concentrer davantage sur ma propre santé mentale, plutôt que d'essayer de maintenir une relation qui, manifestement, ne comptait pas pour elle. J'ai dit clairement à ma mère que je ne participerais plus à sa vie, à moins qu'elle ne fasse vraiment des efforts pour m'inclure dans sa famille. Après avoir décidé de prendre mes distances, je cherchais simplement le même respect fondamental et la reconnaissance que Michel et Sam recevaient sans problème. Je ne demandais pas grand-chose, je lui ai envoyé un email exposant tout cela, et les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. Elle a complètement cessé de me contacter. Au début, cela m'a semblé être un soulagement, il n'y avait plus d'excuses à moitié sincères ni de justifications méprisantes. Mais avec le temps, le silence est devenu insupportable. Pendant cette période, mon père a été mon pilier. Il m'a encouragé à me concentrer sur les aspects de ma vie que je pouvais contrôler, mon travail, mes amitiés et mes centres d'intérêt. Grâce à ces encouragements, j'ai commencé à consacrer toute mon attention à mon travail, et cela a porté ses fruits. Quelques mois plus tard, j'ai été promu, avec davantage de responsabilités et une augmentation de salaire. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'être sur un terrain solide, de créer une vie libre de l'approbation de ma mère. Juste au moment où je pensais que tout s'était calmé, j'ai commencé à entendre des rumeurs provenant de la famille élargie. Ethan avait commencé à me dénigrer, me qualifiant d'égoïste et d'ingrat, et répandait des ragots sur moi. Selon lui, j'étais celui qui divisait la famille. Il ne mentionnait évidemment jamais les années d'exclusion et les promesses non tenues. Ethan guidait les actions de ma mère depuis le début. Un de mes cousins m'a pris à part lors d'une réunion familiale et a confirmé ce que je soupçonnais depuis un moment. Apparemment, Ethan avait encouragé ma mère à se concentrer sur Michel et Sam, affirmant qu'après le divorce de leurs parents, ils avaient besoin de stabilité. Apparemment, la stabilité ne s'appliquait pas à moi. Mon thérapeute m'a conseillé de rédiger une lettre à ma mère. L'objectif était d'exprimer tout ce que j'avais ressenti, sans la pression d'une réponse immédiate. Ce n'était pas une tentative de la persuader de changer, mais plutôt une manière pour moi de fermer cette porte. J'ai mis tout mon cœur dans cette lettre, énumérant chaque occasion où je m'étais senti ignoré ou remplacé. Je n'ai pas envoyé la lettre immédiatement après l'avoir terminée, n'étant pas sûr de vouloir le faire un jour. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une invitation de mariage dans ma boîte aux lettres. Michel me l'avait envoyée, une simple carte conventionnelle avec la date, l'heure et le lieu. L'enveloppe ne contenait même pas de notes personnelles. Cela ressemblait à une formalité, comme si quelqu'un s'était souvenu à la dernière minute qu'il fallait m'inviter pour éviter de paraître mal. J'ai décidé de ne pas y aller. Je savais que ce serait simplement une autre occasion où je me sentirais étranger. Refuser l'invitation a déclenché un nouveau cycle de drame. Ma mère m'a appelé, m'accusant d'être prétentieux et mesquin. Elle m'a demandé d'assister au mariage pour préserver la paix et a déclaré que ce n'était pas juste pour Michel que nos problèmes interfèrent avec son jour spécial. C'était le même discours qu'elle utilisait depuis des années, tout tourné autour de rendre Ethan et ses enfants heureux, peu importe ce que cela me coûtait. Ce n'était pas par rancune que j'ai refusé, mais parce que je ne me sentais pas le bienvenu. Je lui ai dit que je n'assisterais pas au mariage. Elle n'a pas apprécié. Une fois qu'Ethan a commencé à utiliser les réseaux sociaux, les choses se sont intensifiées. Bien qu'il ne m'ait pas directement mentionné, il était évident qu'il parlait de moi lorsqu'il a publié une longue tirade passive-agressive sur les membres de la famille ingrats, incapables de mettre leur ego de côté, même pour un seul jour. Plusieurs membres de la famille élargie ont réagi en approuvant ses propos,
mais certains m'ont envoyé des messages personnels pour me témoigner leur soutien. Un oncle m'a dit qu'il respectait ma conscience de soi et le fait que je refusais de laisser les manigances d'Ethan me dominer. Pendant cette période, je me suis principalement appuyé sur mon thérapeute et mes amis. Ils m'ont rappelé que, même si cela offensait certains, j'avais raison d'établir des limites. Leur soutien m'a permis de maintenir ma décision face à la culpabilisation de ma mère et au drame sur Internet. Puis, j'ai eu une révélation, j'en avais fini de tolérer la manipulation émotionnelle et le mépris de ceux qui, clairement, ne me respectaient pas. Je n'allais plus continuer à me plier en quatre. Tant pis si ma mère et Ethan choisissaient de me considérer comme le méchant de l'histoire. Je n'allais plus gaspiller d'énergie à essayer de leur prouver ma valeur. Pas par colère, mais parce que je devais enfin trouver la paix intérieure. J'ai commencé à me préparer pour une dernière confrontation. Cette fois, il s'agissait de trouver une véritable clôture et de tourner enfin la page, et non de sauver la relation. Je pensais qu'il était temps de rencontrer ma mère en personne, mais sans qu'Ethan soit dans les parages. Je voulais tout organiser pour pouvoir exprimer tout ce que j'avais sur le cœur, au lieu d'essayer de réparer quoi que ce soit. Je l'ai appelée et lui ai proposé de nous rencontrer dans un lieu neutre, un café près de chez elle. Elle a accepté, mais je pouvais sentir qu'elle n'était pas particulièrement enchantée par cette idée. Je n'ai pas perdu de temps lorsque nous nous sommes retrouvés. J'ai commencé par les problèmes les plus évidents, les années d'exclusion, les promesses non tenues, et sa préférence constante pour les enfants d'Ethan. Je n'ai pas retenu mes mots, énumérant chaque moment où cela m'avait blessé, depuis son absence à ma remise de diplôme jusqu'à l'utilisation de mon budget universitaire pour financer l'école privée de Michel. J'ai tout compilé. Ma mère est restée silencieuse au début, mais, à mesure que je parlais, son attitude est passée de l'inconfort à la défensive. Elle s'est enfoncée dans sa chaise et a déclaré qu'elle avait fait de son mieux. Lorsque j'ai terminé, elle a affirmé que tout cela était davantage une question de soutenir Michel et Sam que de me remplacer. Elle a dit qu'Ethan l'avait encouragé à donner la priorité à ses enfants, car ils avaient besoin de stabilité après le divorce. Elle a rejeté la responsabilité de certaines décisions sur Ethan. Elle a balayé mes observations selon lesquelles ses choix avaient bouleversé ma vie, affirmant que j'avais mon père sur qui compter. C'est alors que j'ai commencé à parler de l'argent. Des années plus tard, je l'ai interrogée sur la manière dont elle justifiait l'utilisation de mes fonds universitaires pour payer les frais de scolarité de Michel, puis pour lui acheter une voiture neuve. Sa justification était qu'elle me considérait mieux loti avec mon père pour gérer mes dépenses. Elle a ajouté que j'étais intelligent et travailleur, et que je trouverais une solution. Elle a également affirmé qu'elle pensait que cet argent ne me manquerait pas. Son mépris facile, comme si ce n'était pas une grande affaire, m'a stupéfait. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Ethan est arrivé. Il s'est dirigé directement vers notre table et s'est assis, il devait donc être au courant de notre rencontre. Il a commencé à me réprimander pour mon ingratitude et mon égoïsme. Sans pause, il a affirmé que j'essayais de culpabiliser ma mère et de l'attaquer. Son habitude de manipuler les récits pour se positionner en victime suivait le même schéma que j'avais observé depuis des années. À ce moment-là, j'en avais assez. Je me suis levé, j'ai rassemblé mes affaires et je leur ai dit à tous les deux que c'était fini. Je n'allais pas rester là à laisser Ethan transformer la discussion en une autre séance de lamentation pour lui et ses enfants. Ma mère m'a appelé alors que je m'éloignais, mais j'ai continué à marcher. Je n'étais plus disposé à consacrer mon temps ou mon énergie à eux. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à recevoir des messages de membres de la famille. Certains avaient entendu parler de la réunion et m'ont contacté pour me soutenir. Quelques-uns ont même exprimé leur regret de ne pas être intervenus plus tôt, reconnaissant qu'ils avaient vu comment j'étais traité mais n'avaient pas voulu s'impliquer. Ces réactions m'ont laissé des sentiments mitigés, bien que cela m'ait apporté une certaine validation, cela a également souligné combien de temps j'avais dû affronter cette situation seule. Puis, ma mère m'a envoyé un ultimatum par SMS. Elle m'a conseillé d'accepter la famille telle qu'elle était ou de courir le risque d'être complètement coupé. Cela m'a blessé, sans surprise, mais cela m'a quand même fait mal. Je n'ai pas répondu. J'ai décidé de couper totalement les ponts avec elle. J'ai bloqué le numéro d'Ethan ainsi que ceux de Michel et de Samedi. Je ne voulais plus de drame ni de tentative pour revenir en arrière. Évidemment, Ethan ne pouvait pas en rester là. Il a commencé à publier davantage sur les réseaux sociaux, laissant des commentaires vagues sur les membres de la famille d'ingrats qui ne savent pas tourner la page. Certains membres de la famille élargie ont soutenu ses propos en les aimant ou en commentant, mais d'autres m'ont envoyé des messages privés pour me faire savoir qu'ils étaient de mon côté.
Je n'ai rien pris en compte de tout cela. Réagir ne ferait qu'alimenter davantage Ethan. Pendant ce temps, mon thérapeute et mes amis sont devenus mon pilier. Ils m'ont rappelé que couper les liens était davantage un moyen de préservation personnelle qu'un acte égoïste. Je me suis de nouveau concentré sur mon travail et j'ai développé une nouvelle passion pour la photographie. Cela est devenu un moyen de canaliser mes efforts vers quelque chose de créatif et gratifiant. Mon thérapeute a noté mes progrès lors d'une séance, affirmant qu'établir des limites, même difficiles, est une preuve de développement. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'écrire ma propre histoire, au lieu de laisser ma mère et Ethan la rédiger pour moi. Quelques semaines plus tard, j'ai finalement choisi d'envoyer la lettre que j'avais écrite à ma mère. Ce n'était pas pour chercher la réconciliation, je savais que cette chance était passée. Cette lettre était pour moi un moyen de fermer ce chapitre et de dire tout ce que j'avais à dire, sans attendre de réponse. Je l'ai envoyée, puis j'ai tourné la page sans me retourner. Cette lettre a marqué la fin de ma participation émotionnelle à cette relation. Je ne m'attendais pas à des excuses sincères ni à des gestes spectaculaires. Une part de moi espérait peut-être au moins recevoir un message, une excuse, quelque chose. Rien. Les jours se sont transformés en semaines, et ce silence a simplement confirmé ce que je savais déjà, elle ne changerait pas. L'absence de réponse a renforcé ma décision d'aller de l'avant. J'ai commencé par couper totalement les ponts. Ethan, Michel et Sam ont été bloqués sur tous les réseaux sociaux. Leurs publications ne m'intéressaient pas, et je ne voulais pas qu'ils espionnent les miennes. Peu de temps après, j'ai appris qu'Ethan était furieux. L'ironie n'était pas perdue pour moi lorsque des membres de la famille élargie m'ont contacté pour me dire qu'il était en colère. Il m'a qualifié d'immature et m'a accusé d'essayer d'effacer la famille, ce même homme qui m'excluait depuis des années. Peu après, ma mère a tenté d'intervenir. Elle m'a envoyé un message, non pas pour réconcilier, mais pour me réprimander de créer des drames inutiles en bloquant son mari et ses beaux-enfants. Elle a déclaré que c'était impoli et m'a accusé de compliquer la vie de tout le monde. J'ai répondu brièvement mais fermement, soulignant une fois de plus que je ne souhaitais pas maintenir de lien avec ceux qui me traitaient comme moins qu'un membre de la famille. Je m'en suis tenu là. Sa seule réponse a été une remarque vague sur le fait que je regretterais un jour de couper les ponts. Incroyablement, quelques oncles et tantes m'ont contacté personnellement pour me témoigner leur soutien. Ils m'ont assuré qu'ils comprenaient pourquoi je m'étais éloigné et ont même exprimé leur propre agacement face aux actions d'Ethan au fil des ans. Un oncle a déclaré qu'il n'avait pas voulu s'impliquer, bien qu'il ait toujours pensé qu'Ethan avait un plan pour m'exclure. Leurs messages m'ont apporté un certain réconfort, un rappel que tous les membres de la famille ne me voyaient pas comme le méchant qu'Ethan décrivait. Pendant ce temps, je me suis plongé dans mon travail. Bien que la promotion précédente m'ait apporté plus de responsabilités, j'ai découvert que me concentrer sur mon travail était une excellente distraction. Mon travail n'est pas passé inaperçu, mon superviseur a commencé à reconnaître mes efforts, et quelques mois plus tard, on m'a confié la direction d'un projet important. Avoir quelque chose dans ma vie qui m'appartenait totalement, loin des drames liés aux proches de ma mère, était fantastique. J'ai également repris contact avec plusieurs cousins avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Pendant cette période, j'ai découvert que je n'étais pas le seul à avoir des problèmes avec Ethan. Un cousin m'a raconté qu'il se sentait exclu des événements familiaux, et un autre m'a informé qu'Ethan répandait des rumeurs sur lui après une petite dispute. Le fait de partager nos frustrations communes nous a rapprochés et m'a donné l'impression de récupérer une partie de la famille que je craignais avoir perdue. Évidemment, Ethan n'a jamais lâché prise. Par le biais d'amis communs, j'ai appris qu'il continuait à raconter des histoires sur moi, me qualifiant de mauvais fils et affirmant que je coupais les relations uniquement par jalousie envers ses enfants. J'ai décidé de ne pas réagir. Participer ne ferait qu'alimenter son comportement. Je me suis résolu à ne pas descendre à son niveau. En thérapie, j'ai parlé de tout ce qui s'était passé et de la façon dont je gérais la situation. Mon thérapeute a noté mes grands progrès dans l'établissement de limites et la priorité donnée à ma santé mentale. Entendre cela m'a permis de réaliser à quel point j'avais évolué depuis le début de la thérapie. Je n'étais plus la même personne qui avait passé des années à chercher l'approbation de ma mère. Enfin, je me mettais en premier. Tout au long de cette période, mon père est resté une source constante d'inspiration. Un soir, il m'a dit à quel point il était fier de mes progrès et de ma résilience. Bien que cela puisse sembler anodin, cela signifiait énormément pour moi. Son soutien constant valait tout. Un jour, une rencontre inattendue m'a offert une forme de clôture que je n'attendais pas. Michel est passé près de moi dans un café près de mon lieu de travail.
Elle m'a vu, s'est figée, puis s'est rapidement détournée comme si elle ne m'avait pas vu. Bien que ce fût inconfortable, cela a rendu une chose très claire, notre relation était irrémédiable. Et cela m'allait en repensant à tout ce qui s'était passé, mes premières années revenaient sans cesse à mon esprit. Bien que j'aie traversé de nombreuses épreuves, cela m'a également renforcé en me permettant de reconnaître ma propre résilience. J'étais satisfait de la manière dont j'avais géré une situation aussi éprouvante. L'occasion d'un nouveau départ s'est présentée de manière inattendue. Mon entreprise m'a proposé de rejoindre une nouvelle filiale dans une autre ville. Bien que cela représente un changement important, cela semblait être la façon idéale de clôturer ce chapitre de ma vie. J'ai accepté l'offre et commencé à me préparer pour cette nouvelle étape. Changer de ville était exactement le renouveau dont j'avais besoin. Les premières semaines ont été un tourbillon de déballage, d'exploration du quartier et de création de nouvelles habitudes. Être dans un endroit où personne ne connaissait mon histoire et où je pouvais simplement être moi-même, libre du poids des tumultes familiaux, était revigorant. Par le biais de mon travail, j'ai commencé à participer à des événements de réseautage sur un coup de tête. Je me suis même inscrit à un groupe d'escalade. Bien que je n'y sois pas très doué, apprendre quelque chose de nouveau me donnait un sentiment d'accomplissement. Le groupe était accueillant, et rapidement, je me suis lié d'amitié avec des personnes qui partageaient une passion pour l'aventure et le développement personnel. Chaque ascension semblait symbolique, comme si je laissais derrière moi mon passé, une prise à la fois. Quelques mois après mon déménagement, ma mère a rompu le silence. J'ai été surpris lorsqu'elle m'a envoyé un long email. Bien que le ton semblait empreint de regret, en le lisant attentivement, j'ai réalisé que la majeure partie visait à justifier son comportement. Elle parlait de la difficulté de jongler entre deux familles, de l'espoir que je comprendrais, et de ses efforts pour faire de son mieux. Elle a reconnu quelques erreurs, mais les a présentées comme des sacrifices nécessaires pour le bien de sa nouvelle famille. Cela ne m'a pas convaincu. L'email ressemblait davantage à une tentative de soulager sa propre culpabilité qu'à des excuses sincères. Il manquait une véritable prise de responsabilité et une reconnaissance des torts causés par ses décisions. Après avoir relu ce message 2 fois, j'ai choisi de ne pas répondre. Y donner suite ne ferait que rouvrir des blessures que j'essayais de guérir. J'ai décidé d'aller de l'avant et de laisser cet email de côté. Peu de temps après, Michael m'a contacté de manière inattendue. Il m'a invité à son mariage, qui approchait rapidement. Il a présenté cela comme une opportunité de réparer les liens familiaux. Compte tenu des années de séparation, la conversation était tendue. Cela ressemblait davantage à une obligation qu'à une véritable branche d'olivier. J'ai décliné poliment, sachant que ma présence ne ferait qu'aggraver les tensions pour tout le monde. Le refus de mon invitation s'est rapidement répandu dans la famille. Ethan a, comme prévu, mal réagi. Un cousin m'a rapporté qu'il me qualifiait à nouveau d'égoïste et me reprochait de causer des divisions dans la famille. À ce stade, c'en devenait presque comique. Peu importe ce que je faisais, j'étais toujours le méchant de son histoire. Plutôt que de me laisser envahir par cela, je l'ai pris comme une preuve supplémentaire que rester à l'écart était la meilleure décision. Pendant ce temps, mon travail se passait mieux que jamais. J'ai été chargé de diriger un projet important, qui s'est avéré être un grand succès. J'ai reçu une récompense pour mes contributions lors de la conférence trimestrielle de l'entreprise. C'était un moment de fierté qui m'a confirmé que je faisais quelque chose de significatif, complètement en dehors des problèmes familiaux qui m'avaient tourmenté. Peu de temps après, mon père est venu me voir. Avoir sa présence pour célébrer mes réussites a été la meilleure des validations, car il avait été mon principal soutien tout au long de ce processus. Pendant le week-end, nous avons exploré la ville, essayé de nouveaux restaurants et évoqué le chemin parcouru. Il m'a rappelé que je m'épanouissais, que je vivais pleinement et pas simplement que je survivais. Lors d'une de mes séances avec mon thérapeute, celui-ci m'a demandé si je pensais ne plus avoir besoin de visites fréquentes à l'avenir. Il a noté à quel point j'avais progressé dans la gestion de mes émotions et l'établissement de limites raisonnables. Cela semblait être un tournant, une preuve que j'avançais vraiment. Sachant que je pouvais toujours y revenir si nécessaire, j'ai choisi de mettre ma thérapie en pause dans mon cheminement vers une véritable clôture. J'ai donné à une association caritative locale un vieux souvenir de ma mère. J'avais conservé cet objet sentimental pendant des années, mais m'en défaire a semblé significatif, comme si je me débarrassais du dernier poids émotionnel lié à notre relation. D'une manière que je n'avais pas anticipée, cela m'a libéré. Un des cousins d'Ethan m'a envoyé un message inattendu.
Il m'a dit que plusieurs membres de la famille avaient remarqué les manipulations d'Ethan depuis des années et regrettaient de ne pas m'avoir soutenu plus tôt. Il voulait que je sache que je n'étais pas seul, mais il n'avait pas pris la parole, craignant de provoquer des conflits. Bien que ce geste puisse sembler minime, entendre quelqu'un valider mon expérience signifiait beaucoup pour moi. C'est à peu près à cette période que j'ai commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau. Bien que ce soit encore le début, la relation semblait différente, meilleure. J'ai pris conscience de ma capacité accrue à exprimer mes besoins et à établir des limites, une chose que j'avais eu du mal à faire auparavant. Pour la première fois, j'avais l'impression de créer quelque chose de nouveau, libéré du poids du passé familial. En repensant à tout ce qui s'était passé, j'ai appris à apprécier la résilience que j'avais développée. Bien que couper les liens avec la famille de ma mère n'ait pas été simple, cela avait été essentiel. J'étais plus concentré, plus en santé et plus heureux que jamais. Même si je ne pouvais pas changer le passé, j'étais fier de la façon dont j'avais pris le contrôle de mon présent. Ceci est mon histoire. Une histoire non définie par la souffrance que j'ai traversée, mais par le développement et la force que j'ai trouvée en moi-même. Ceci marque mon nouveau départ.